Et dans une deuxième partie, Mathieu, plus audacieux que moi, va creuser un peu plus cette manière d'aborder l'innovation sur un sujet au moins, voire peut-être deux s'il a le temps. Moi, ce que je vais, pour prendre la suite de Thierry, c'est à la fois vous parler de résultats complémentaires d'Audacity, mais aussi de profiter de cette journée transition au carré pour partager avec vous un peu le cheminement qu'on a eu, nous, Institut sur le développement durable, dans cette plongée dans l'innovation numérique aux côtés de la FING, bien accompagnée par la FING, parce que je pense qu'il y a des enseignements en fait, qui sont plus généraux pour les acteurs de l'écologie. Finalement, c'est une question qu'on nous a souvent posée, mais finalement, pourquoi vous travaillez sur l'innovation numérique dans la ville? Vous, votre sujet, c'est la ville durable, c'est l'écologie, c'est les polluants, etc. Et bon, il y a deux réponses. La première réponse, c'est de se dire, finalement, nous, la transition écologique, on a envie de faire changer des infrastructures, des offres de services, des usages, des incitations, des visions. Pour ça, on a fait des plans, des schémas à tous les niveaux, à toutes les échelles, sur toutes les durées. On pense que c'est nécessaire. Malheureusement, on s'est aussi rendu compte que ce n'était pas suffisant pour faire changer parce qu'on est face à des changements nécessairement rapides pour faire face aux défis écologiques. Dans ce contexte, tous les acteurs voient l'innovation comme quelque chose de plutôt utile pour apporter un souffle nouveau et pour parfois décaler le regard, faire changer, donner un coup de pied dans la fourmilière. Donc ça, c'est la première intuition qui nous a amené à ce travail. Et en même temps, il y a tout de suite une interrogation qui est de se dire mais comment on va faire en sorte que cette innovation réponde à nos problèmes qui sont les plus urgents, qui sont les plus aigus. Et donc, ce qui ramène à ces questions de piloter l'innovation. La réponse 2, alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a plus découvert au fur et à mesure du projet. Le premier point, c'est se dire, nous, quand on travaille dans l'écologie, on adore faire de la prospective. En fait, on veut toujours se projeter à long terme, c'est un exercice très classique, comprendre ce qui va changer, ce qui pourrait changer, et puis on essaye de faire des recommandations de politique publique. Quand on fait de la prospective, forcément, il y a des enjeux techniques. Alors, il y a toujours eu des changements techniques, il fallait prendre en compte l'évolution des coûts des renouvelables, l'évolution de l'efficacité des moteurs, etc. On s'est rendu compte que quand on réfléchit à la ville, maintenant, on est obligé de réfléchir à l'innovation numérique quand on fait de la prospective, et que l'innovation numérique, ce n'est pas uniquement de l'innovation technique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement mettre autour d'une table un certain nombre d'ingénieurs, faire des projections, déduire une courbe, des chiffres et puis se poser dessus. On est dans un monde complètement différent, j'y reviendrai, mais en tout cas, nous, on s'est bien rendu compte que l'innovation numérique, il fallait vraiment plonger dedans, il fallait être accompagné pour y comprendre, et ça, en fait, c'était nécessaire pour réfléchir à la ville durable de demain. On ne peut pas passer outre aujourd'hui, il faut être capable de décrypter ça. Également parce qu'on s'en rend bien compte, il y a une attente forte de la société pour l'innovation. Et aujourd'hui, y compris un responsable de collectivité territoriale ne peut pas simplement interdire des innovations qui l'embêtent un peu sur son territoire de peur de paraître non moderne, contre le progrès, etc. Donc en fait, par rapport à notre réflexion sur le changement pour la ville durable, on se rend bien compte que là, il y a un élément qui est l'innovation numérique, qui innerve les esprits à la fois des élus, des citoyens, des usagers, et qui devient une sorte d'impératif hyper important. Donc on se rend bien compte qu'il faut qu'on prenne en compte cette question quand on réfléchit au futur de la ville durable, et ça amène à un besoin qui est un besoin de décryptage, parce que, Thierry l'a déjà dit, ce foisonnement il est très complexe à analyser, énormément de promesses, et donc on se rend compte qu'une grande partie de notre travail, ça va être d'essayer de décrypter qu'est-ce qui est derrière les promesses pour comprendre ce qu'on peut en retirer. Donc finalement, ça c'est un des grands enseignements qui est un peu méta, mais qu'on retire d'Audacity, c'est que finalement, il est indispensable de travailler à cette interface entre gouvernance et innovation. Et que en fait, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que, comme je le disais précédemment, nous à l'IDRI, on adore la gouvernance internationale, on adore la gouvernance multi-échelle de la transition énergétique, la gouvernance urbaine. Bref, tous ces moments où il y a des gagnants, des perdants, il faut trouver des processus, il faut trouver de la péréquation économique. Ça, c'est notre jardin. Par contre, l'innovation, ça, il nous a fallu du temps pour rentrer dedans. On s'est rendu compte que côté innovation numérique, c'était un peu le symétrique, c'est-à-dire que ces questions de gouvernance sont clairement pas tout en haut de l'agenda, il n'y a pas la même culture, pas la même focale. Et donc, pour prendre un sujet comme celui de la ville numérique et durable qu'on s'est coltiné dans Audacity, en fait, il fallait être deux et il fallait ces deux focales pour le faire, parce que sinon, il nous aurait manqué un aspect culturel.
Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments qui font que cette question gouvernance-innovation, aujourd'hui, ça va être ça la focale pour réfléchir à la ville numérique. C'est parce qu'il y a eu un peu cette première phase, la ville est un grand terrain de jeu, c'est un peu comme le web finalement, on va faire de l'innovation directement avec les usagers. On ne va pas s'embêter à travailler avec les collectivités locales, de toute façon elles sont lentes et elles ne comprennent pas ce qu'on veut faire. Donc on va interagir, on va trouver nos business models, etc. C'était la promesse du début. Bon, ça n'a pas marché en fait, parce que la ville c'est plus compliqué et parce qu'en fait il faut faire avec les collectivités locales. Et qu'on arrive dans une deuxième phase, et ça c'est quelque chose qu'on a bien observé dans Audacities, et même un petit peu avant dans des projets précédents, où on avait des startups, par exemple de covoiturage, mais pas que, d'autres, qui étaient encore dans cette logique, on va dealer uniquement avec les usagers. À un an et demi, 2 ans plus tard, on va forcément devoir faire des partenariats et des collaborations avec les collectivités locales. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle autant de gouvernance et d'innovation, c'est parce qu'on pense qu'il y a eu cette phase de maturité où un certain nombre d'échecs ou de difficultés ont juste montré que dans la ville, il faut faire avec les collectivités locales, on y reviendra. Les services urbains sont l'équilibre subtil entre tout un tas de variables socio-économiques. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, je le disais tout à l'heure, la gouvernance c'est quand même gérer des visions différentes sur des questions et des gagnants et des perdants qu'on va faire une réforme. La mobilité est truffée de ce genre de questions, on fait une piste cyclable, on ferme des voies sur berge, on fait un péage urbain, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des visions du futur qui sont différentes, il y a des enjeux politiques très forts. L'innovation dans la ville, dans un premier temps, elle a plutôt tendance à laisser penser que tout le monde va être gagnant. Donc cette question de gouvernance, elle est vraiment très très loin. En fait, on se dit, c'est très bien, ça se trouve, on ne va pas avoir à scoltiner cette question des gagnants, des perdants et des divergences de vues. Il y en a une innovation, d'ailleurs les élus, ils adorent l'innovation parce que ça leur donne l'impression que ça va résoudre des problèmes sans qu'ils aient besoin de se retrousser les manches. Bon, on a observé que malheureusement, ce n'est pas le cas dans la plupart de nos sujets et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette focale. Alors, je vais détailler, mais assez rapidement, et puis l'idée des ateliers par la suite sera de rentrer dans les détails, sur 2 exemples donc de la mobilité durable et de la mesure de la qualité de l'air, à la fois ce qu'on a observé, mais aussi les promesses que nous, on en tire pour le développement durable et les enjeux que ça soulève. Sur les questions de qualité de l'air, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, qu'on ne connaissait pas très bien au début, mais en fait on s'est rendu compte qu'on avait avec le numérique un secteur en plein bouleversement en fait. C'est-à-dire que historiquement on a les ASCA, les associations de surveillance de la qualité de l'air, et j'oublie toujours le dernier A, qui regroupent des entreprises, l'État, les collectivités locales et qui font une expertise technique sur la pollution de l'air sur un territoire, elles sont au niveau régional. Et voilà, ces données sont la base de la réflexion et des plans de protection de l'atmosphère. Et puis finalement, les capteurs se sont démocratisés. Tout un tas de startups ont voulu développer leur application qui donnait un peu en temps réel son exposition à la pollution de l'air. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement complet de vision et de représentation. C'est-à-dire que d'un côté, on a une vision sanitaire, globale, annuelle, publique, collective. Et de l'autre, on a des applications qui vous disent « tous les jours, je vais vous donner des informations et vous pouvez agir pour réduire votre exposition ». À voir si c'est vrai ou pas d'ailleurs, mais elles disent ça. Elles disent également finalement la précision au micromètre près de la pollution, c'est pas ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème, il y a une pollution chronique, elle est trop élevée. La question, c'est maintenant comment on sensibilise, comment on fait en sorte que les gens comprennent, comment ils font en sorte de mesurer la pollution dans plein de contextes, air intérieur, extérieur, etc. Donc en fait, on a une rhétorique qui a complètement changé, appuyée sur des données, des capteurs, des applications qui permettent de donner à voir autrement et de sensibiliser autrement à la pollution de l'air. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé parce qu'on voyait que là, justement, ça soulevait une question de gouvernance parce que, historiquement, pour les élus, ces données, elles sont critiques. Parce qu'à un moment donné, on peut sortir une donnée sur un niveau de pollution de l'air, crise sanitaire, etc. On connaît tous bien ça en Ile-de-France quand ça arrive. Et donc, c'est une donnée plutôt dangereuse, c'est ce que nous ont dit nos interlocuteurs sur ces sujets. Et en même temps, avec le numérique, on se rend bien compte qu'elles ne peuvent plus les cacher sous le paillasson et attendre que ça passe. Non, elles ne peuvent plus être secrètes, les techniques précédentes ne fonctionnent plus. Et donc maintenant, ça pose la question qu'on s'est posée dans Audacities, quel peut être le nouveau rôle des collectivités locales, mais aussi des associations de mesure de la
de la qualité de l'air face à toutes ces nouvelles données que les gens ont dans leur poche avec leur smartphone et peuvent tweeter à leur élu en disant attention, dans telle école, etc., il y a un tel niveau de pollution. Donc nous, l'exercice qu'on a fait, c'est se dire, sur la base des retours empiriques et notamment de l'agence de Rhône-Alpes, de se dire, face à une profusion de données, de qualités différentes, de types différentes, peut-être qu'un nouveau rôle, ça va être un nouveau rôle d'organisateur et de médiateur. Les acteurs publics vont devoir donner un sens à un ensemble hétérogène de données, ça va être peut-être ça leur rôle, et également de faire en sorte que les citoyens s'approprient les capteurs, font du capteur citoyen, ça existe déjà à Grenoble-la-Reine, et du coup aident à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens sur cette question. Donc on voit là que sur un cas très environnement, qualité de l'air, on connaît bien les problèmes maintenant, on connaît bien les solutions, mais elles sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre depuis 10 ans, 20 ans, ce qui fait que la France est en situation délicate. Le numérique arrive, il donne un pouvoir nouveau à des nouveaux acteurs, que ce soit citoyens ou start-up, et ça peut changer les visions de représentation et des situations de pouvoir. Deuxième exemple, mobilité, on en a déjà beaucoup parlé, je pense que c'est le point sur lequel on est tous, en tant qu'usagers, le témoin des changements en cours, un foisonnement d'innovation, énormément de start-up qui produisent de nouvelles offres. Nous, on avait pas mal regardé les questions de covoiturage local et d'autopartage. Ce qui nous a intéressé en fait dans ce secteur, c'est de se rendre compte que, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, promesse de résoudre les problèmes dans son coin, et mouvement vers, non, en fait, il faut qu'on travaille avec les collectivités, il faut qu'on agrège nos offres, etc. Alors, un acteur qui est quand même assez spécifique là-dessus, c'est Uber, qui est passé quand même d'une rhétorique, on va tout disrupter, on va tout bouleverser, on va tout chahuter, à un mea culpa, un effort pour essayer de travailler avec les collectivités locales, qu'on peut juger dans les deux sens, mais en tout cas vraiment un changement de positionnement en disant nous on accompagne une transition, on est là pour accompagner une transition avec d'autres leviers que vous mettrez en œuvre, on ne va pas résoudre tout nous-mêmes. Donc nous en fait ce qui nous a interrogé et ce qu'on a essayé d'explorer, c'est de se dire finalement maintenant il y a tout un tas d'offres. Les briques là ne sont pas forcément exhaustives, mais aujourd'hui on n'a pas de table autour de laquelle s'asseoir pour discuter et coordonner la mobilité, ce qui est la mobilité on va dire réelle, qui est l'ensemble de ces trucs-là. Aujourd'hui, on a des autorités organisatrices des transports en commun, on a les gestions de trafic, mais quand on pose la question à Uber par exemple, est-ce que vous vous asseyez avec les autres fournisseurs de mobilité dans les villes dans lesquelles vous travaillez, en fait non, cette table elle n'existe pas, et donc on s'est dit finalement si on veut avancer, et je pense que c'est ce qu'on va travailler avec Gabriel Plaça après, il y a un rôle de chef d'orchestre à définir, et puis ce chef d'orchestre il va s'appuyer sur des briques numériques qui vont permettre de mettre en musique ces différentes offres. Juste pour dire que on a fait pas mal de pédagogie, pas mal d'explications là-dessus, sur le fait qu'à un moment donné, l'innovation, y compris dans la mobilité, va falloir qu'elle revienne aux fondamentaux, et elle est en train d'y revenir. Les fondamentaux, c'est que l'espace public, il est contraint, c'est qu'un service de mobilité, il faut qu'il y ait une certaine continuité de service, parce que sinon, ça ne va pas du tout plaire aux usagers, ça ne deviendra jamais un service public. Qu'un élu, il a envie de se poser la question de l'accessibilité géographique de ses offres de mobilité, mais aussi de l'accessibilité financière. Et que toutes ces questions-là, en fait, c'est celles-là qui sont constitutives d'une, on va dire, gouvernance de ce sujet. Et donc, progressivement, on voit les acteurs, et notamment du covoiturage local, où il y a beaucoup de jeunes pousses françaises, jouer le jeu et rentrer dans cette discussion et dans ces partenariats avec les collectivités locales pour travailler ces questions. Donc voilà, Renaud, je me permets juste un tout petit dernier élément. Là, qui est très recherche, donc je m'excuse si ça ne parle pas à tout le monde. En fait, la notion de gouvernance urbaine, elle est apparue au milieu des années 90. On a un chercheur à Sciences Po qui est Patrick Le Gallès qui a écrit un papier très connu où il dit on passe du gouvernement urbain à la gouvernance urbaine. Et son constat de l'époque, c'était simplement de dire en fait, l'État, le pouvoir public, il est plus seul. Quand il veut mettre en place une mesure, d'une part, il n'est pas forcément capable de définir sa politique publique seul, parce que les sujets sont devenus extrêmement complexes. Il ne va pas pouvoir le mettre en œuvre seul, parce qu'il y a tout un tas d'acteurs et de réseaux qui ont du pouvoir et qui vont pouvoir gêner la mise en œuvre de ces politiques. À ce moment-là, 95, on ne parle pas trop de numérique. Et quand on le relie
en fait, à la lumière de nos explorations sur le numérique, on est frappé de voir à quel point la question de l'innovation numérique, elle exacerbe cette question, à quel point elle rend encore plus compliquée cette gouvernance de la ville. Donc, d'une certaine manière, notre point de départ, notre intuition initiale d'Audacities, on l'a vérifié et on se rend compte en fait qu'elle a même des implications en termes de recherche potentiellement pour la suite. Merci. Sur la temporalité, effectivement, c'est un truc qu'on observe et qui ressort des entretiens qu'on fait avec les startups à peu près à chaque fois en fait. Après, elle se pose différemment suivant la nature des ressources qu'elle demande à la collectivité. Parce qu'effectivement, si c'est qu'elles attendent un feu vert ou un soutien explicite, financier, etc., effectivement, les délais peuvent être compliqués à gérer. Si c'est un soutien au fil de l'eau et que la start-up, par exemple, on a eu pas mal de start-up sur le parking intelligent, elles n'avaient pas forcément besoin d'un soutien actif, critique de la collectivité, donc ce n'était pas forcément un problème. Pour les questions de covoiturage, par exemple, ça a souvent été davantage un problème. Là, en fait, c'est un des collatérales de côté foisonnement et difficulté pour les collectivités de décrypter. Plus elles seront matures sur un sujet, par exemple, je pense que le covoiturage local devient un sujet de plus en plus mature et connu, je pense que plus elles peuvent raccourcir les temps de réponse. Par contre, plus un sujet est nouveau et plus elles ont tout un tas de startups qui viennent toper à leur porte tous les jours, plus c'est compliqué effectivement pour elles de prendre des décisions rapidement. Mais ça, c'est vrai que ça, c'est une des conditions maintenant de la ville, c'est ça, quoi. C'est une innovation rapide et qui du coup challenge fortement la temporalité. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de réponse là-dessus. Malheureusement, je pense que les collectivités sont plutôt à pied d'œuvre pour arriver à améliorer ces process, mais c'est long. Et sur votre deuxième question, oui, bien sûr, par exemple sur les vélos, qui semble un sujet que vous connaissez bien, nous on a eu des échanges avec les gens de CopCycle, qui est une sorte de Vélib mais coopératif, citoyen, solidaire. Le problème, alors je pense pas que CopCycle ait répondu à l'appel d'offres Vélib comme Smooth & Go et autres. Mais ce qui est par exemple dommage, c'est que on ne puisse pas imaginer une sorte de panachage et d'association. J'imagine que si Smooth & Go, quand on voit toutes les difficultés en ce moment la transition entre Vélib JC2Co et Vélib Smooth & Go, j'imagine que si on avait pu imaginer d'autres formes de partenariat, c'est-à-dire des start-up marchandes, des start-up plus citoyennes, plus avec un modèle coopératif, par exemple, les choses se seraient peut-être sans doute passées un peu mieux ici pour la transition. Ce qu'on voit très souvent, c'est que c'est ça que je voulais dire. Bon, on est peut-être passé un peu vite, mais on vous préviendra tous quand notre rapport sera publié. Il fait 50 pages, c'est un peu plus détaillé, sans doute un peu plus compréhensible. Mais très souvent, on ne va proposer de l'innovation que par rapport à ce modèle de la start-up marchande, innovante et autres. Moi, j'ai en souvenir, là, il y a quelques mois, la région Île-de-France a annoncé, je crois que c'était dans le cadre de la semaine de la mobilité, des actions de promotion pour le covoiturage qu'a fait la région Île-de-France. C'est distribuer à, je sais plus, une grosse douzaine de start-up de covoiturage, des subventions, mais dans ces start-up de covoiturage, il n'y en avait aucune qui était sur un modèle moins marchand, plus associatif, plus coopératif. Enfin, on voit bien qu'il y a un problème culturel, notamment du côté des décideurs politiques, et avec des élus qui privilégient un seul modèle d'innovation alors qu'il y en a d'autres. Juste pour compléter, parce que votre question permet aussi de détailler un résultat qu'on n'a pas eu le temps de détailler. Quand Thierry dit il faut qu'on arrive à mettre en débat l'innovation, on fait des propositions sur le côté, mais est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit, on fait plutôt des choix d'usagers d'innovation, on choisit une offre, on réfléchit nous en tant que consommateurs souvent. Un des enjeux de l'innovation qu'on a envie, c'est de reconnecter le citoyen, le salarié ou le travailleur indépendant et l'usager. Et on propose des choses pour mettre l'innovation en débat et qui permettraient peut-être de plutôt choisir des coopératives que des startups traditionnelles. Par exemple, si demain à Paris, au lieu de faire un budget participatif, on fait l'innovation participative, on demande aux gens de proposer des innovations et puis les gens votent. Et ils risquent de voter avec différents indicateurs et peut-être que l'indicateur coopératif sera un point de vote important pour les gens, par exemple.
Je voulais juste, Jacques-François Marchandise de la FIG, je voulais juste par rapport à ta question, Francesco, revenir sur un point très important, je crois, souligné par Thierry et Mathieu, qui est le fait de dire une partie des propositions des startups sont des solutions qui ne répondent pas à des questions. Et une partie. Donc je pense que je ne peux pas adhérer complètement à l'idée de dire les startups sont rapides, les collectivités sont lentes, d'une part pour cette raison-là. Elles sont rapides dans la ligne d'eau qu'elles ont choisie, et le fait d'arriver à faire converger ça avec des défis territoriaux, c'est compliqué. L'autre chose, c'est que le territoire, c'est pas monobloc, et la collectivité locale non plus. Dans certains cas, c'est d'autres acteurs du territoire qui peuvent être proactifs sur un sujet donné. Et dans certains cas, en fait, le travail qui est déjà fait à l'intérieur des organisations publiques et des collectivités locales est très costaud. Je pense à des champs, tu cites le vélo et il y en a quelques autres, des champs sur lesquels c'est l'acteur territorial qui est structurant dans la création d'un espace d'innovation. Alors il pourrait, et je pense que des propositions que vous faites sont assez riches en la matière, il pourrait le faire avec des modèles plus divers, en intégrant du coopératif, etc. Je veux dire, quand les premiers vélos partagés sont arrivés, on a oublié les premiers vélos partagés de La Rochelle, qui étaient sur des modèles assez différents, et on a négligé d'autres formes qui auraient permis de l'innovation ouverte, plugin permettant de changer, de diversifier les opérateurs sans crise, par exemple. Mais il y a quand même cette question. Et l'autre chose qui est remarquable, c'est qu'on a vu aussi les marchés publics évoluer. Et on a vu les commanditaires publics, les juristes publics se mettent à faire évoluer dans des formes beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives, beaucoup plus itératives, intégrant des formes de co-construction, intégrant pas mal de choses. Donc je pense que voilà, il faut pas... on a sans doute raison de dire ça va pas souvent très vite, mais quand ça va vite, il faut le reconnaître. Et il y a quand même des mutations qui sont d'autant plus remarquables quand elles viennent d'environnement des juristes qui ont une capacité normative extrêmement forte, et donc quand ils introduisent de la souplesse et de l'agilité, juste bravo, quoi. Un exemple pour abonder dans ce que dit Jacques-François sur le covoiturage. Il y a 8 ans, on a présenté Covivo, qui était l'innovateur en termes de moteur de covoiturage dynamique. Aujourd'hui, on n'y est toujours pas sur le covoiturage dynamique de proximité. Il y a des problèmes de masse critique, de passage à l'échelle. Donc là, on voit bien qu'on est sur une innovation de start-up qui va peut-être mettre 10 ans. Et donc là, on est dans une temporalité qui est tout à fait compatible avec un territoire. C'est vrai, ouais. Je passe la parole à Stéphane Cassel. Vous avez peut-être remarqué en buvant le café un drôle d'appareil là. Donc c'est peut-être que comme c'est Stéphane qui l'a emmené, tu vas peut-être nous dire. Oui, donc bonjour, Stéphane Castel, je suis chargé de mission innovation et territoire au sein d'ERPACA, donc qui est une ASCA. Alors les deux A sont au devant. C'est pour ça que c'est association agréée de surveillance de la qualité de l'air. C'est ça que j'oublie toujours. On préfère dire observatoires régionaux de la qualité de l'air. Mais après, oui, dans les innovations, c'est un petit appareil qui est un petit peu justement le contre-exemple du rôle des ASCA dans le réglementaire et l'annuel. C'est en fait avec l'innovation technologique, avec ce qu'on appelle les Arduino, les Raspberry Pi, les petits ordinateurs, combiner un microcapteur. Là, il y a un microcapteur de CO2 et un microcapteur de microparticules pour donner la qualité de l'air intérieur. Et ça va aussi un dispositif qui va chercher les données auprès des observatoires pour la qualité de l'air extérieur, et donc qui affiche un indice de qualité de l'air général, du NO2, donc le dioxyde d'azote, et des microparticules. Donc c'est un dispositif qui est intéressant parce que justement la problématique de la qualité de l'air, elle est double. C'est comment matérialiser cet enjeu-là, parce que voilà, c'est concrètement qu'est-ce que c'est. Et après, notamment sur l'indice CO2, alors, ça ne devrait pas tarder à commencer à augmenter et être à une masse critique. Et là, ça permet de donner un conseil rapide qui est le plus simple par rapport au CO2, c'est vous ouvrez les fenêtres, vous ouvrez quelque chose pour aérer. Là, on dépasse un taux. J'aimerais bien voir. Donc voilà, ça c'est une pièce. C'est en fait c'est un espèce de, j'allais dire gadget, mais c'est un outil pour travailler et faire parler de la qualité de l'air. Quand on parlait de mettre en débat l'innovation, la qualité de l'air, la problématique c'est d'en discuter. Là, je voulais juste prendre par rapport à la parole, alors juste, donc c'est le correctif par rapport à ASCA, mais je suis tout à fait d'accord et je suis impatient de lire plus en détail les analyses,
par rapport justement à l'absence d'impact dans la qualité de l'air. Il y a eu beaucoup de bruit avec les applis qui sont sortis, mais là où il y a une intention en effet d'aller sur un domaine où les observatoires régionaux ont eu des faiblesses ou en tout cas ne sont pas allés, c'est-à-dire de passer de l'annuel à la donnée journalière, voire même maintenant une donnée horaire, parce que techniquement c'est très compliqué. La manière de mesurer la qualité de l'air, elle est complexe, elle dépend d'appareils de mesure beaucoup plus compliqués que ça, qui valent très cher, qui demandent un gros étalonnage, mais aussi un inventaire d'émissions et de la modélisation. Donc c'est tout un travail très complexe. Et des acteurs sont apparus là-dedans, venant quelque part remettre en cause notre monopole sur cette information-là. Et là aussi, par rapport au secret qui a été évoqué, je pense que la puissance numéro 1 de nos organismes d'observatoires régionaux, c'est l'obligation de publicité. Si on a une force, c'est qu'on est obligé de tout publier. Donc on est financé par l'État, par les collectivités et aussi des industriels qui partent. Mais cette obligation-là est notre seul garant. Parce qu'en effet, quand on annonce, des pics ou en tout cas des mauvaises situations, c'est pas bon. Même si ça a changé, il y a quelques années, il y avait des maires qui appelaient. Et pour la petite anecdote, il y a des gens de chez nous qui sont repartis et avec des cabines qui ont reçu des coups de fusil dans certaines communes de la région PACA, parce qu'on ne voulait pas que dans des stations balnéaires, on annonce que la qualité de l'air n'était pas à l'image du soleil. Donc voilà, ça peut avoir des enjeux par rapport à ça. Mais, donc voilà, on est titillé. Mais après, ces acteurs-là, moi, je vous pose la question, c'est amusant que les deux sujets sur lesquels vous avez fait des focus, la qualité de l'air et mobilité, sont des sujets où je pense que les startups ont beaucoup de mal à trouver un équilibre économique ou un business plan. Comment est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? Ça me paraît très compliqué. Et sur la qualité de l'air, alors le mot qui me vient, c'est un petit peu une espèce d'escroquerie par rapport à ce qui est proposé. Aucune des applications, alors il y a des initiatives citoyennes, mais aucune des applications ne base les données qu'ils affichent sur des microcapteurs. Pour le moment, les microcapteurs ont des intérêts, mais ils sont absolument incapables de rendre une information sur une qualité de l'air générale. Ne serait-ce qu'un microcapteur va mesurer un seul polluant, et la qualité de l'air, elle ne va pas être réductible à ça. Et beaucoup d'applis communiquent sur leur microcapteur parce que c'est de l'innovation technologique, mais l'information qu'ils produisent, et soit avec l'accord des observatoires, sans leur accord, utiliser leurs données pour les remouliner à leur sauce et proposer un indice. Voilà, c'était juste... Et je suis impatient d'avoir, parce que c'est vraiment très intéressant. Juste en réaction, ça nous permet aussi de détailler un autre résultat. Le cas de la qualité de l'air est un bon exemple où une déstabilisation peut produire des effets positifs au sein même des acteurs traditionnels, c'est-à-dire, comme vous l'avez raconté, mais d'autres ASCA le racontent, ça nous a fait bouger. Ils sont arrivés, ils ont brisé notre monopole, ils nous ont critiqués potentiellement, ils ont fait des choses qui nous paraissent pas scientifiques, mais en tout cas, nous, ça nous a obligés à faire des choses, à évoluer. Ça, c'est un des trucs intéressants avec Audacis, c'est de dire la déstabilisation, elle n'est pas que négative, en fait, ou la disruption. Le deuxième, je partage cette interrogation sur les marchés, sur le modèle économique. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a potentiellement un marché énorme qui s'ouvre, qui est de santé connectée et d'offres de qualité de vie urbaine, et potentiellement, du coup, de se raccrocher aux grandes plateformes urbaines, mais tout ça reste encore assez nouveau, et on verra, et puis on va continuer à en discuter par la suite.